Bonjour à tous, mon nom est Jérôme et je suis étudiant en théâtre au Cégep de Saint-Laurent en deuxième session. Dans le cadre de l'un de mes cours de cette session-ci, j'ai eu à faire un travail de recherche qui a trait à une des œuvres que nous avons étudiées dans notre cursus. L'œuvre que j'ai choisie est celle de Des souris et des hommes, qui est une grande œuvre littéraire et théâtrale des années 1930 écrite par John Steinbeck. Et donc, vous verrez, pendant cette présentation, je vais vous parler de Des souris et des hommes et je vais vous parler aussi du contexte socio-économique. En d'autres mots, la culture rurale américaine du 20e siècle, des années 1920 et 1930. Vous verrez ce en quoi ça a trait avec Des souris et des hommes. J'espère qu'en vous présentant cette présentation, que je vais vous permettre d'apprendre quelque chose comme moi. J'ai eu la chance d'apprendre quelque chose en la préparant. Et c'est avec honneur qu'après plusieurs semaines de recherche, je peux vous présenter enfin mon travail de recherche. La première section de cette œuvre, oui, avant de débuter, je tiens juste à dire quelques petites choses pour faciliter votre navigation de ce travail de recherche. Premièrement, il existe une table des matières dans la description de la vidéo. Donc, quand vous êtes sur votre navigateur web, vous n'avez qu'à descendre avec votre souris et vous verrez dans la description de la vidéo toutes les sections de ce travail de recherche avec ce qu'on appelle en anglais des timestamps. Vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous pourrez naviguer très facilement les différentes sections de ce travail de recherche. Aussi, au début de chaque section, vous verrez, il y a un glossaire. Je vais pas trop m'attarder là-dessus à l'oral, mais s'il y a des mots que vous ne comprenez pas, il y a des bonnes chances qu'ils soient dans ce glossaire. Et tous les mots qui sont dans le glossaire sont mis en gras là où ils arrivent dans la présentation. Donc je vous invite à faire pause sur la vidéo et à lire les descriptions si vous ne connaissez pas le mot dont il est question. Donc, première section, nous allons parler de Des souris et des hommes, l'œuvre en tant que telle. Qu'est-ce que c'est Des souris et des hommes? Qu'est-ce qui se passe dans ce roman? Pour répondre à cette question, nous allons répondre à 5 questions. Le W5 en anglais. Who, what, why, when et where. Donc, premièrement, première question. Où? Où se passe Des souris et des hommes? Donc, vous verrez que Des souris et des hommes se passe dans le comté de Monterey, en Californie. Et ce, dans la ville de Soledad. Donc, c'est un endroit plutôt rural de la Californie, surtout à l'époque de l'œuvre, un peu moins aujourd'hui, mais il y a quand même pas beaucoup de personnes qui vivent là-dedans. C'est plutôt... c'est un milieu justement très rural. Et la Californie est bien entendu dans le sud-ouest des États-Unis. Et comme vous pouvez voir dans la carte ici, c'est à peu près au milieu de la Californie, entre San José et Los Angeles. Quand est-ce que l'œuvre... Ah oui, ça se passe dans un ranch. Je dois bien sûr le mentionner, mais l'œuvre se passe dans un ranch pour la majeure partie. C'est là que les personnages principaux vont travailler. Quand est-ce que ça a lieu? Il n'y a aucune mention explicite dans le roman, mais c'est sous-entendu que c'est pendant les années 1930. Au début des années 1930, et vous verrez pourquoi cette période-là est très importante dans le milieu rural des États-Unis, surtout de la Californie, plus tard dans la présentation. Qui sont les personnages? Donc, ici, j'ai pris des photos qui proviennent du film de 1939 de John Ford, Des souris et des hommes. Il existe bien sûr de nombreuses différentes versions de ces personnages, mais je trouvais que dans ce film, ils représentaient plutôt bien les personnages tels que décrits dans le livre. Donc, premièrement, nous avons Lenny Small, qui est le personnage principal de l'œuvre. Celui-ci peut être considéré un petit peu comme étant le contraire de son compagnon George Milton. Ces deux-là sont un petit peu comme, vous m'excuserez un peu la comparaison, mais Astérix et Obélix. Lenny Small, c'est un homme très grand, très imposant, très fort, mais qui est neurodivergent et qui a un trouble de l'apprentissage qui fait qu'il ne peut pas s'avancer plus loin dans sa tête que lorsqu'il était un enfant. George Milton, quant à lui, il est un homme très petit physiquement, mais il est assez vite dans la tête.
c'est le fidèle. Les deux sont très fidèles à l'un et l'autre. Et George, malgré tous les ennuis que Lenny cause à cause de justement son trouble de l'apprentissage, qui le met dans toutes sortes de pétrins, il va continuer de se tenir avec lui et d'être et de le supporter et de l'aider à essayer de trouver justement des solutions et de lui apporter une meilleure vie parce qu'il sait que Lenny est dépendant de lui et que Lenny ne pourrait pas vivre seul. Lenny a aussi, il faut mentionner, un surplus d'affection. Il va souvent se mettre à caresser des petits animaux tels que des souris ou des chiens, mais en le faisant, il va les tuer. Parce qu'il est tellement fort, il a tellement pas de contrôle sur sa force qu'il va finir par les tuer. Candy, le troisième personnage, ici, c'est le personnage le plus âgé du ranch. Euh, il, il a perdu sa main lors d'un accident de travail sur la ferme et dans le fond, il reste juste là à cause que c'était un peu de la faute du propriétaire et de mauvaises conditions de travail, mais dès qu'il ne peut plus faire du nettoyage, il ne va plus être capable de rester à la ferme. Il est très attaché à son vieux chien qui, spoiler alert, va mourir dans le livre. Ensuite, nous avons Curly. Curly, c'est le fils du propriétaire du ranch. C'est l'antagoniste principal de l'œuvre. Il est narcissique, abusif, menaçant, surtout envers sa femme, parce qu'il est très contrôleur et jaloux envers elle. Il dicte tous ses mouvements, il prend avantage d'elle en la traitant véritablement comme si elle était un objet. Et ce n'est pas seulement sa femme qu'il traite de cette manière, c'est aussi les autres travailleurs. Euh, il fait vraiment ce qu'on appelle, en bon français, des power trips. Il intimide les autres travailleurs et, dans le fond, il se prend vraiment comme étant quelqu'un d'autre. Ensuite, nous avons Crooks. Crooks, qui est le seul Afro-Américain du ranch. Ce dernier, il est très introverti de nature parce que, à cause du fait qu'il soit Afro-Américain, il est plutôt... Malgré qu'il n'y a plus d'esclavage à cette époque-là aux États-Unis, il est quand même pas inclus dans le groupe des autres travailleurs. Il est obligé de rester seul dans sa chambre. Ce qui a fait qu'il est devenu un homme très lettré, très cultivé. Il adore la littérature, il lit beaucoup de livres et il parle presque à personne. C'est pas un personnage de la plus grande importance dans le livre, mais je vais me concentrer un peu sur ce personnage-là dans une partie supérieure de l'œuvre parce que je pense que c'est cette partie marginalisée des États-Unis pendant les années 20 et 30 vaut la peine d'être mentionnée plus en profondeur dans les travaux de recherche qui portent justement sur les États-Unis de cette époque. Ici, nous avons la femme de Curly. Celle-ci, par les autres hommes de la ferme, est considérée comme étant un agace, comme étant un tas de problèmes, comme dans le fond, elle fait juste amener du trouble à Curly, dans le fond. Mais lors d'une scène de confidence avec Lenny, on va se rendre compte que dans le fond, elle est tout simplement une rêveuse et elle ne veut avoir qu'une meilleure vie pour elle-même et à cause qu'elle se fait contrôler par Curly et qu'elle s'est fait contrôler par sa mère et qu'elle dans le fond elle n'a jamais vécu avec des personnes qui la supportaient complètement. Elle cherche l'attention, elle cherche l'affection et elle n'est pas capable de suivre son rêve de devenir actrice. Et enfin, nous avons Slim, qui est un homme majestueux dans la ferme. Ce dernier est très respecté par tout le monde dans le ranch. Sans exception, même Curly. Il se trouve à être un peu une voix de raison et comme étant une certaine forme d'autorité non écrite dans la ferme. Parce que tout le monde le respecte, tout le monde trouve qu'il est raisonnable et il n'y a pas vraiment de problème avec personne. Donc pendant les moments les plus problématiques de la pièce, il va réussir à amener une certaine raison. Et dans le fond, c'est un personnage qui est très respectable. Il y a quelques autres personnages qui jouent des rôles dans l'histoire, mais des rôles plutôt minimes, donc j'ai décidé de ne pas les mentionner ici, mais je vais les nommer par nom. Il y a Whit, le patron, et Carlson. Donc je vous invite à lire le livre si vous voulez en savoir plus sur ces trois autres personnages. Qu'est-ce qui se passe dans Des souris et des hommes? Très simple, George et Lenny veulent obtenir leur propre ferme. Donc,
Georges le fait pour avoir une autonomie, pour être maître de ses propres affaires, pour ne plus avoir à travailler pour des personnes qui prennent avantage de lui et de son travail. Tandis que Lenny, lui, étant plus simple d'esprit, ne pouvant pas penser en tels termes abstraits, lui, il le fait tout simplement parce qu'il veut avoir des lapins et parce que Georges lui a promis que lorsqu'ils auraient leur propre ferme, Lenny pourrait s'occuper des lapins et qu'ils achèteraient un carré de luzerne pour avoir des lapins dans la ferme. Donc, nous pouvons voir que les deux ont le même but avec des motivations entièrement différentes. Comment veulent-ils atteindre ce but en travaillant au ranch pour 1 mois? Donc, maintenant qu'on a un peu démystifié ce qui se passe dans Des souris et des hommes, je pense que c'est important de comprendre le contexte socio-économique de l'œuvre. Et pour ce faire, je vais premièrement parler de John Steinbeck, en faire une mini biographie. Ensuite, je vais vous parler de la Grande Dépression aux États-Unis. Et ensuite, je vais vous parler du Dust Bowl. Donc, premièrement, je vais être sûr que je ne cache pas avec ma webcam. Ouais, tout est good. Parfait. Donc, qui est John Steinbeck? C'est un écrivain américain qui est né à Salinas, en Californie, aussi dans le comté de Monterey, comme à Soledad où se porte l'histoire. Donc, c'était un citoyen de classe moyenne et il a étudié à l'université de Stanford entre 1920 et 1926, toutefois sans obtenir un diplôme quelconque. Dans le fond, il était tout le temps en train de changer de programme et il ne s'était jamais vraiment satisfait d'un seul programme. Ce qui a fait qu'un année, il a décidé de lâcher tout ça et de déménager à New York dans le but de se faire publier, parce qu'il avait déjà commencé à écrire certains manuscrits, mais tout ça a été en vain, ce qui l'a obligé à retourner dans sa Californie natale et de travailler. Et donc, il deviendra guide touristique au lac Tahoe, qui est le lac qui sépare l'État de la Californie à celui du Nevada. John Steinbeck a vécu au Monterey, le comté où il y a Salinas et Soledad, entre autres, pour une grande partie de sa vie. Et donc, vous verrez plus tard, mais ses œuvres, à exception près, ont presque tout lieu dans ce comté de la Californie. En 1962, il va gagner le prix Nobel de la littérature pour l'ensemble de son œuvre. Il va mourir à New York City le 20 décembre 1968. Maintenant, je vais vous parler de la Grande Dépression, parce que c'est quelque chose qui est absolument essentiel à comprendre pour bel et bien comprendre justement Des souris et des hommes. Donc, la Grande Dépression, dans le fond, c'est le résultat du pire crash économique de l'histoire du monde industrialisé. Dans le fond, pendant les années 20, qu'on appelle les années folles, les États-Unis, du moins les États-Unis urbains, donc je me permets de faire un certain saut sur les États-Unis urbains pour justement expliquer la situation du point de vue rural. Dans les années 1920, il y avait beaucoup l'économie allait très bien aux États-Unis et dans l'entièreté de l'Occident. Les personnes étaient riches, ils pouvaient acheter à crédit, ce qui faisait qu'il y avait une augmentation des dettes et de l'incertitude. Nous verrons le résultat de cela plus tard, mais premièrement, je veux parler de ce qui se passait pendant les années folles du milieu rural, parce que, bien entendu, c'est l'angle de ma recherche. Et c'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent parler des années 20. Donc, pendant la Première Guerre mondiale, les producteurs agricoles aux États-Unis ont dû augmenter leur production de façon considérable à cause que des fermes se faisaient détruire en Europe, bien entendu. Donc, pour bien nourrir les soldats et les civils, il y a eu une augmentation nette de la production. Toutefois, après la Grande Guerre, alors que l'Europe se reconstruisait, il y a eu une baisse de la demande, ce qui faisait qu'il y a eu une baisse du prix des fermes pendant les années 1920. Et dans le fond, il y avait beaucoup moins et en même temps que ça, il y avait l'automatisation des fermes avec de la machinerie qui, elle, devait être payée à crédit parce qu'il n'y avait pas les moyens à cause de la baisse de production de justement acheter ces machines.
Donc la dette agricole était carrément dans un cercle vicieux et ça augmentait, ça augmentait, ça augmentait sans cesse. Pendant l'été 1929, ils se sont rendus compte que tout cela n'était pas rentable. Il y a eu une baisse de la consommation des produits parce que les consommateurs se sont dit, comme il se passe aujourd'hui en 2022, l'économie a commencé à baisser graduellement. Ce qui a fait qu'il y avait des surplus dans les usines. La bourse était beaucoup trop élevée par rapport aux revenus possibles parce que, je vous rappelle, à cause du crédit, le monde empruntait aux banques qui allaient investir dans la bourse de New York. Et dans le fond, tout ça n'était pas rentable. Il y a une descente graduelle jusqu'au jeudi 24 octobre 1929, le jeudi noir. Panique à Wall Street! Les investisseurs vendent toutes leurs actions. Et la valeur de la bourse de New York baisse de 33% entre septembre et novembre. Le tiers de l'économie américaine tombe. Et ce, dans le laps d'un seul mois. Ça a amené, bien entendu, une crise économique. Et ce, partout aux États-Unis, que ce soit rural ou urbain. Il y a eu de l'incertitude par rapport au salaire à venir, fait qu'il y avait une baisse de l'achat de biens durables, beaucoup moins de confiance individuelle pour les achats. On s'en va pas acheter une voiture de luxe si on n'est même pas sûr d'avoir une job le lendemain. Il y a une baisse flagrante du produit intérieur brut américain et la faillite des banques, chômage et la faillite importante de compagnies. Et en plus de ça, alors que, bien entendu, les fermes produisent encore moins de demandes, fait que les prix baissent encore. Le coton, par exemple, a passé de 35 cents la livre à 6 cents la livre de 1919 à 1931. En plus de ça, comme si ce n'était pas assez, le milieu rural américain s'est fait frapper par une sécheresse. 80% des États-Unis, surtout le Midwest, et le sud. Quand je parle du sud, je parle de l'ancien Dixie, dans le fond, le sud-est. Dans les grandes plaines, le labour s'envolait au ciel à cause de cette sécheresse qui a créé des nuages de poussière, ce qu'on appelle le Dust Bowl, le bol de poussière. Et là, je vois la question que vous vous demandez dans ma tête. Pourquoi est-ce que le sud-est des États-Unis est important pour l'ouest, en Californie? Eh bien, vous verrez qu'il y a un mouvement de population, justement, du Texas et de l'Oklahoma et à d'autres régions du sud des États-Unis, vers l'ouest, vers la Californie, parce qu'ils avaient été frappés moins fort par la sécheresse, même quasiment pas du tout. Maintenant, je vais vous parler de la philosophie et de la religion qui entourent des souris et des hommes, donc plus la philosophie, la religion n'a pas tant à voir là-dedans, mais je vais vous parler du rêve américain. Donc, qu'est-ce que le rêve américain? À qui pense-t-on quand on pense au rêve américain en 2022? La plupart d'entre nous vont penser à ces milliardaires qui ont travaillé pour obtenir tant de capital et qui sont chefs de compagnie. On peut penser à Donald Trump, Warren Buffett ou encore Elon Musk. Mais ceci fait que le rêve américain est souvent critiqué par de nombreuses personnes, mais vous vous rendrez compte que tout cela n'est qu'une grave erreur, car ce n'est pas en fait ce qu'est le rêve américain, ce n'est qu'une erreur commune que le monde a. Donc, qu'est-ce que le rêve américain? Selon Oxford, c'est l'idéal selon lequel chaque citoyen des États-Unis devrait avoir une opportunité égale d'atteindre le succès et la prospérité grâce au travail, la détermination et l'initiative. Le rêve américain, c'est un concept qui existe depuis la Révolution de 1776, mais ça a été popularisé en 1931 avec le livre de James Thurlow Adams, The Epic of America. Dans le fond, ce que ce livre disait, c'est que les États-Unis mettaient beaucoup trop d'importance à l'argent en tant que tel, plutôt que l'argent en tant que la mesure de la valeur d'un bien. Donc, on voyait, en d'autres mots, l'argent était rendu qu'il y avait plus de valeur que ce qu'on pouvait faire avec l'argent en tant que tel. Donc, je vais vous lire quelques extraits de The Epic of America que j'ai traduit librement selon comme il me semblait bon. Donc là, la phrase où est mentionné le rêve américain: un rêve américain pour une vie plus belle,
riche et heureuse pour tous les citoyens de tous les rangs. Et on ne parle pas de riche comme étant riche monétairement, mais riche spirituellement. Je vous lis le second extrait. Non pas d'un rêve de voiture à moteur et de salaire élevé, mais plutôt un rêve d'ordre social où chaque homme et chaque femme peuvent atteindre la stature complète dont ils sont capables et d'être reconnus par les autres pour ce qu'ils sont, peu importe les fortuites circonstances de leur naissance ou de position. C'est un point de vue qui, pour les États-Unis, peut presque sembler socialiste, mais pourtant, ça a vraiment résonné avec les gens, parce que ça a été publié en 1931, au début justement de la Grande Dépression, et vous verrez que c'est un moment où il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour le futur des États-Unis, pour le futur du capitalisme, et c'est le rêve américain dont Martin Luther King en 1963 parlait quand il disait « I have a dream », ainsi de suite, « J'ai un rêve ». Il parlait du rêve américain de James Truslow Adams. Maintenant, en quoi est-ce que ça a trait avec des souris et des hommes et le rêve américain est-il valable? Dans le fond, c'est ça la question qui est posée dans Des souris et des hommes. George et Lenny veulent travailler pour avoir leur propre ferme. Ils s'acharnent, ils travaillent fort et ils réussissent même à convaincre les autres à les rejoindre dans leur propre petit rêve américain. Et le rêve devient presque réalité malgré le fait qu'ils n'ont rien et qu'ils partent avec carrément absolument rien, mais le malheur frappe et à cause justement de circonstances fortuites, Lenny plutôt fait une erreur et leur rêve américain tombe à l'eau. Je me permets de faire une petite parenthèse pour parler de l'illustration dont j'ai parlé ici, pour élargir la question un peu. Ça, c'est une photo de la ville de Gary, dans l'état de l'Indiana, qui est plutôt près de Chicago. Et c'est une ville qui a été complètement laissée à l'abandon après qu'une seule compagnie qui employait une grande majorité de la population ait quitté la ville. Donc, tous ces individus, est-ce qu'ils vous diraient que le rêve américain est valable? Probablement pas, et c'est peut-être un grand problème qu'essaient de dénoncer Des souris et des hommes. Maintenant, je vais vous parler du théâtre. Mais j'ai dû faire face à un certain dilemme dans ce travail de recherche pour parler du théâtre. Parce que, dans le fond, il fallait que je parle justement de l'œuvre dramatique de John Steinbeck, mais son œuvre reste plutôt limitée, comme vous le verrez. Donc, je vais élargir ce sujet en tant qu'œuvre dramatique, romanesque et cinématique de John Steinbeck. Donc, dans le fond, l'ensemble de son œuvre littéraire va être abordé ici, dans cette section. Et non pas juste le théâtre. Donc, glossaire. L'œuvre romanesque de John Steinbeck. Pendant le long de sa carrière, il a écrit et publié 31 romans. Ces 3 premiers romans n'ont pas connu un grand succès tel que je vous ai mentionné plus tôt. C'est en 1935, avec son œuvre Tortilla Flat, qu'il s'est fait connaître avec un roman picaresque humoristique qui représentait les communautés mexicano-américaines en Californie. Donc, encore une fois, le point de vue rural américain est très présent dans son œuvre à John Steinbeck. En 1936, il va complètement changer son style d'écriture pour un style plus dramatique, une critique de la société américaine avec En un combat douteux. Des souris et des hommes et Les raisins de la colère sont ses deux œuvres les plus importantes, et c'est aussi 2 œuvres qui ont lieu justement en Californie. Donc, quand on pense au déplacement de population, comme j'ai mentionné plus tôt, de l'Oklahoma et du Texas vers la Californie, c'est ce à quoi portent Les raisins de la colère. Et on pourrait même sous-entendre que George et Lenny pourraient peut-être être immigrants qui viennent de l'Oklahoma ou d'autres régions et qui s'échappent du Dust Bowl. Donc ces 2 œuvres, dans le fond, sont ces œuvres les plus importantes qui représentent la culture américaine rurale des années 1930 pendant la Grande Dépression.
Il y a quelques romans tardifs qui ont été d'une grande importance, dont À l'Est d'Éden, Une saison amère et Travels with Charlie, qui est une œuvre un peu plus différente. Euh, dans le fond, c'est un, comment on dit ça? C'est un journal intime de voyage. Non, ça a été difficile, ça. Mais oui, c'est ça. C'est un journal de voyage qui a décidé de publier. Et tantôt, je vous ai parlé de son prix Nobel de la littérature. Et la raison, c'était pour sa perception sociale précise et développée de la classe ouvrière et des problèmes auxquels elle fait face. L'œuvre cinématique de John Steinbeck, dans le fond, il y a plusieurs films très importants qui sont basés sur justement des œuvres de John Steinbeck. Donc, premièrement, John Ford a été le premier à adapter des œuvres de Steinbeck au grand écran. Le premier livre est bien entendu Des souris et des hommes en 1939. Et ce film, qui met en vedette Burgess Meredith, Betty Field et Lon Chaney Jr., a une nomination aux Oscars en tant que meilleur film. Les souris des hommes a aussi été adapté 2 autres fois au cinéma aux États-Unis, on s'entend bien. Premièrement, dans un téléfilm en 1981 par Reza Badiyi. Et en 1992, il a été adapté par Gary Sinise, je ne sais pas comment prononcer ce nom, mais c'est la version la plus populaire à ce jour qui met en vedette lui-même et John Malkovich. L'image que j'ai ci-contre, c'est justement une capture d'écran qui provient du film de Gary Sinise. Probablement le film le plus important d'un point de vue historique qui vient d'une œuvre de John Steinbeck est celui, encore une fois, de John Ford, mais cette fois, cette adaptation de Des raisins de la colère. Ce film est vraiment rentré dans le canon des classiques du cinéma et Steinbeck lui-même aurait dit que le film l'a fait croire en ses propres mots. Il y a aussi de nombreuses autres adaptations de ces films, il y en a tellement que je ne peux pas te les nommer, mais dans les plus importantes, il y a À l'Est d'Éden en 1955, dirigé par Elia Kazan. Et John Steinbeck a aussi, surprenamment, écrit des scénarios de films originaux. Il a écrit Viva Zapata, qui a aussi été dirigé par Elia Kazan, qui est une biographie romancée, un biopic d'Emiliano Zapata, révolutionnaire mexicain de l'État du Chiapas. Donc, un peu plus loin de la culture américaine des années 20 et 30, mais je trouvais important, ou plutôt intéressant de le mentionner dans, justement, l'œuvre cinématique de John Steinbeck. Des souris et des hommes, c'est l'œuvre de Steinbeck qui a été adaptée au théâtre qui est la plus importante, sans doute. L'œuvre a été adaptée par lui-même en 1937, même année que le roman. Donc, il a publié à la fois le roman et la pièce de théâtre pour Des souris et des hommes. La pièce de théâtre suit de très près le roman original, à une exception près, le fait que la femme de Curly a été adoucie dans la pièce de théâtre, ce que je trouve assez intéressant. La femme de Curly, effectivement, dans le roman, elle dit dans le fond à Lenny que si Curly te donne plus d'ennuis, tu lui casseras l'autre main, parce que si vous n'avez pas lu le roman, Lenny casse la main de Curly. Mais dans la pièce de théâtre, ça n'a pas lieu. Donc, John Steinbeck, dans sa pièce de théâtre, voulait justement adoucir la femme de Curly pour quelconque raison. La première fois que ça a été joué au théâtre, ça a été le 23 novembre 1937 au Music Box Theatre de New York. Et ça a gagné le New York Drama Critics Circle Best Play en 1938. Il y a eu 2 autres productions à Broadway, ce qui est énorme pour Broadway de jouer une même pièce 3 fois, en 1974 et 2014 respectivement. Et c'est aussi une pièce qui a été jouée de nombreuses fois au Québec. Ça a été premièrement joué en 1970 et 1971 dirigé par Georges Groux au Jésus. Ça a été joué en 86-87 par François Barbeau à Duceppe.
en 98-99 par Pierre Collin à Denise Pelletier. Et enfin, le Duceppe a joué des Souris des Hommes une deuxième fois en 2018-2019 par Vincent Guillaume Otis. Et j'ai eu la chance de voir cette adaptation plutôt. La seule autre œuvre de Steinbeck qui a été adaptée au théâtre, donc malgré le fait qu'il y a eu une œuvre romanesque presque énorme, je vous rappelle 32 romans, c'est le seul autre qui a été adapté au théâtre, et non pas par John Steinbeck lui-même cette fois-ci. Donc, je vais vous parler un peu des raisins de la colère. Qu'est-ce qui se passe dans les raisins de la colère? Dans le fond, c'est une famille de l'Oklahoma qui veut s'échapper de la famine et qui vont cueillir des fruits dans l'Ouest américain. Donc, justement, c'est avec des souris et des hommes, tel que j'ai mentionné plus tôt, c'est l'œuvre qui parle le plus de la culture américaine rurale des années 20 et 30, l'angle de ma recherche. En 1988, c'est là que ça a été joué la première fois, donc une quarantaine d'années après la publication originale de l'œuvre. Ça a été mis en scène par Frank Galati au Steppenwolf Theatre à Chicago. Et il y a eu des productions à San Diego, à Londres, en Angleterre et même à New York. Et ça a gagné le prix Tony de la meilleure pièce de théâtre en 1990. Prix Tony qui est probablement la récompense la plus prestigieuse du théâtre dans le monde anglophone. Enfin, dans cette dernière partie de mon travail de recherche, j'avais un petit dilemme qu'il fallait que je résoudre avant de faire cette partie. Donc, il fallait que je parle d'un autre art que le théâtre, n'importe quel autre art. Et je me suis dit, le choix le plus clair et le plus sécuritaire aurait été de parler du cinéma hollywoodien, justement des années 30, parce que la femme de Curley justement mentionne le fait qu'elle voulait être actrice. Toutefois, je me suis rappelé d'un certain moment dans la pièce, justement, en réécoutant le film et en relisant le livre, qu'avec Crooks, il y a une certaine représentation afro-américaine dans la pièce, et je pense que ce n'était pas pour rien que John Steinbeck a voulu mettre de l'avant la culture afro-américaine et les difficultés auxquelles elles ont fait face dans le milieu rural. Et qu'est-ce qui est synonyme de la culture afro-américaine et des difficultés auxquelles elles ont fait face? Bien entendu, les blues. Plus spécifiquement, les blues traditionnels ou country blues, blues de la campagne. Donc, ici, glossaire. Donc, comme j'ai dit, Crooks était l'un des premiers personnages afro-américains qui ont justement qui justement ont représenté la difficulté que les personnes afro-américaines ont fait, auxquelles elles ont fait face pendant les années 1920-1930 dans le milieu rural, malgré le fait que l'esclavage a été aboli en 1865. Mais c'est ça. Justement, les Afro-Américains du Sud travaillaient encore pour les Blancs, souvent. Et dans le Sud, justement, où justement il y avait le plus d'esclavage, vers la mi-1860, aux alentours de où l'esclavage a été banni aux États-Unis, il y a un nouveau style de musique qui s'est développé, les country blues. On parle de country blues parce que c'est les blues qui se passent à la campagne, et c'est aussi justement le style original des blues. Ça partage ses origines stylistiques avec le gospel, le ragtime et le jazz Dixieland. Et à la base, c'est des esclaves qui chantaient entre eux ou pour des blancs. Souvent, vous verrez, si vous vous intéressez un peu à ce style de musique, vous verrez qu'il y a beaucoup de chanteurs de country blues qui sont non-voyants. Et ça, c'est à cause de nombreuses épidémies qui faisaient que la cécité était très commune chez les personnes afro-américaines. Et quand tu es non-voyant, c'est impossible de travailler dans une ferme et d'être utile, donc il fallait trouver une autre façon de faire de l'argent. Et donc, beaucoup de ces guitaristes, de ces chanteurs ont décidé de justement devenir chanteurs de blues. Vous verrez, la plupart de ces derniers ont
le préfixe blind avant leur nom. Vous verrez plus tard, hein, j'en parle d'un plus tard dans cette section. Euh, Qu'est-ce que c'est les blues acoustiques, les blues traditionnels, les country blues, peu importe. Qu'est-ce que c'est? C'est un style de guitare fingerstyle acoustique avec des paroles qui rappellent les difficultés de la vie chez les Afro-Américains et de la vie de tous les jours. Donc, ça, c'est justement le début de la popularité de ce style de musique a été au début du 20e siècle. Euh, c'est là qu'il y a eu les premières publications de sheet music qui a été justement publié de musique blues. Et vers les années 1920 jusqu'à 1930, il y a eu les premières publications de disques à 78 tours par minute. Et c'était vraiment plus abordable de justement créer des disques commerciaux. Et donc, les blues étaient enfin disponibles pour n'importe qui. Vous pouvez écouter des enregistrements studio à la maison. Et donc, dans les années 20 et début 30, c'est là qu'il y a eu l'apogée de la popularité des country blues. Pour séparer justement ces country blues, il y a trois styles principaux: Delta, Piémont et Texas. Et c'est les trois styles dont je vais vous parler. Donc là, vous me dites, oui, ok, les blues, c'est le fun. Mais en quoi ça a rapport avec la Californie? Ils viennent du sud. Vous avez mentionné le Delta, le Texas et le Piémont qui sont à l'est. Mais vous verrez qu'il y a eu une grande migration. Je vais ôter ma webcam un peu parce que pour rendre la tâche plus facile. Comme vous pouvez voir, pendant justement la migration qu'il y avait pendant la Grande Dépression, beaucoup de musiciens de blues ont immigré et ont été dans des nombreux endroits des États-Unis pour justement créer des styles, des nouveaux styles de blues, souvent plus urbains. Mais il va sans dire que sûrement que ceux-là qui allaient émigrer, qui venaient de la campagne et qui retournaient à la campagne pour travailler, amenaient leurs styles musicaux avec lui. Et sans doute que plusieurs individus comme Crooks, à la place de s'intéresser à la littérature, se sont intéressés à la musique et ont continué d'amener leur tradition musicale du sud-est des États-Unis vers la Californie. Comme vous pouvez voir, Los Angeles c'est un centre de la musique des blues. Oakland, San Francisco, la Californie était très importante dans le paysage des blues. Et donc, ce n'est pas si loin de mon angle de recherche, je trouve. Enfin, premièrement, on va parler des blues du Delta. Delta, on parle du Delta du Mississippi, entre justement la Louisiane et l'Alabama. Je vous retourne à la carte ici. C'est la section qui est délimitée en bleu. Ça, c'est les blues du Delta. C'est représenté surtout avec des objets de métal et des goulots qui peuvent faire des pitch bends. Dans le fond, vous allez souvent entendre justement... Aujourd'hui, si vous allez dans un magasin de musique, ils vont appeler ça des slides. C'est juste, vous mettez ça sur votre doigt, puis c'est un bout de métal, vous faites ça, puis ça vous permet de faire des glissandos sur votre guitare. Mais à l'époque, bien entendu, il n'y avait pas de telle technologie, fait qu'ils prenaient carrément une bouteille de bière, la cassaient, mettaient autour de le doigt et pouvaient ensuite avoir un slide fait à la maison. Il y a aussi un développement de vamps, des progressions d'accords qui se répètent avant que la voix arrive. Donc, ça se répétait sans cesse tout le long de la chanson et surtout au début. Aussi, les progressions d'accords à 12 mesures ont vu leur origine au blues du Delta. Vous allez sûrement entendre parler des 12 bar blues, si vous vous intéressez au style. C'est de là que ça vient. C'est un style très rythmé, très agressif dans la technique de jeu et les paroles. Ça va parler d'amour raté, d'escapade sexuelle, de la vie sur la route. Dans le fond, c'est un style... Ils vont vraiment parler de la vraie vie. Et c'est un petit peu... c'est un petit peu un saut très loin, mais moi je dirais que c'est un petit peu le hip-hop peut-être des années 20 ou 30, parce que ça tenait peut-être la même place dans les sociétés afro-américaines.
L'artiste que j'ai choisi pour parler de justement ce style, c'est Mississippi John Hurt, euh, qui a enregistré de nombreux disques et je suggère son œuvre pour vous imprégner des blues du Delta. Blues du Piémont. Le Piémont qui est environ du milieu de la Géorgie jusqu'au district de Colombie, DC. Euh, c'est une région où on pousse beaucoup de tabac. Fait qu'il y avait beaucoup de fermes, fait que ces artistes-là venaient justement de ces fermes-là de tabac. C'est un style qui est surtout avec le finger picking, qui avait aucun plectre, deux doigts, un doigt pour la basse, donc le pouce, et un doigt pour la mélodie. Contrairement aux deux autres styles de blues, les blues du Piémont, va pas être seulement lié aux artistes afro-américains, mais aussi beaucoup d'artistes de Piémont qui vont être blancs. Et ça demeure populaire à ce jour, à la fois chez les Blancs que chez les Noirs. Euh, Encore une fois, les goulots pour faire des slides étaient très communs, des glissando plutôt, je devrais dire. Et Blind Willie McTell est probablement l'artiste phare de ce mouvement. Un artiste qui vient d'Atlanta, qui joue avec une guitare à 12 cordes. Et ce dernier, il s'est vraiment fait connaître comme étant un vrai virtuose de la guitare. Et sa guitare à 12 cordes amenait plus de projection, plus de profondeur, plus de justement de magie à son œuvre. Les blues du Texas. Les blues du Texas, c'est un petit peu un mélange des deux styles que j'ai mentionnés plus tôt, puis d'une panoplie d'autres styles que je vous ai mentionnés. Personnellement, c'est mon style de blues acoustique préféré. Ça emprunte à la fois le finger picking du Piémont et le note bending du Mississippi. Ça a des éléments d'origine africaine, la polyrythmie, les notes bleues, d'où l'origine du nom blues, les notes bleues que je ne saurais vous expliquer parce que ma théorie musicale est pas assez développée. Ils vont utiliser beaucoup de chansons du répertoire folklorique, des spirituals et du vaudeville, donc de la musique à la fois religieuse et populaire. Et ça va avoir des influences musicales diverses du folklore britannique, irlandais, caribéen, franco-canadien même, parce qu'on oublie souvent qu'il y avait la population Cahoon en Louisiane, ou Cajun, peu importe, je sais encore pas comment prononcer ce mot, qui existe encore justement en Nouvelle-Orléans. Et Blind Lemon Jefferson est considéré comme étant le père des blues du Texas, avec de nombreux enregistrements d'une beauté phénoménale. Donc, pourquoi ai-je décidé de parler des blues plutôt que de parler du cinéma américain? C'est que je crois que dans notre contexte aujourd'hui, si j'ai à parler d'un style d'art qui provient de la culture américaine des années 20-30, je pense que les blues ont une beaucoup plus grande influence que bien d'autres choses. Et c'est une influence qui est souvent oubliée. Donc, c'est l'origine stylistique de l'entièreté des blues, que l'on parle des blues électriques ou du rhythm and blues. Et par extension, c'est l'origine plus lointaine du rock and roll. Donc c'est l'ancêtre de tout le rock que l'on connaît, que l'on pense à Metallica, Jimi Hendrix, les Beatles, n'importe quel artiste de rock. Nous sommes tous fans d'au moins une chanson de rock, je peux pas croire. Et effectivement, c'est à l'origine des blues que... C'est à l'origine les blues acoustiques, c'est avec des hommes afro-américains comme Crooks dans Des souris et des hommes, que en travaillant sur des fermes qui sont majoritairement blanches, que justement le paysage musical de la planète Terre, de l'Occident au complet et au-delà, a été changé. Donc on peut remercier ces hommes. Et les influences ne sont pas seulement limitées au monde du rock et des blues. Il y a eu des importantes influences sur le folk, bien entendu, le country qui pourrait potentiellement provenir des blues ou avoir au moins des origines communes, et un style que je me permets de mentionner parce que c'est un petit peu un de mes styles musicaux fétiches, le primitivisme américain de John Fahey.
qui tire ses influences des blues, justement, et qui est un style de folk complètement phénoménal. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut tirer de tout cela? C'est que Des souris et des hommes a été une œuvre très très alerte pour son époque en parlant de problèmes socio-économiques dans les États-Unis ruraux des années 1920 et 1930. Justement, en parlant, en donnant une voix aux communautés afro-américaines, aux communautés qui ont des difficultés, des déficiences psychologiques, aux communautés justement ouvrières, John Steinbeck a réussi à créer une œuvre qui résonne encore aujourd'hui. Et je crois que si cette œuvre a réussi à me faire un travail de recherche qui m'a fait apprendre tant de choses sur la culture américaine, c'est la véritable culture américaine, au-delà de ce qu'on voit dans Hollywood et dans nos cours d'histoire, ben je crois que c'est une grande œuvre et qui vaut absolument la peine d'être encore lue aujourd'hui. Avant de terminer cette présentation, je vais vous montrer ma ligne du temps, comme en guise de rappel de ce qu'on a vu aujourd'hui. Donc, premièrement, on va... Je me perds. Ah. Et voilà, nous l'avons. Donc, premièrement, nous avons John Steinbeck, 1902 à 1968. La Grande Guerre que j'ai mentionnée, la Grande Guerre qui a eu une grande influence justement sur le développement de la Grande Dépression et de tout cela. Début de la publication des 78 tours, ignorez le 1er janvier, c'est juste parce que j'étais obligé de mettre une date. Aux alentours des années 1920, c'est qui a fait développer le style des blues. La baisse du prix des fermes aux États-Unis au début des années 20 jusqu'à la fin de la Grande Dépression. Grande Dépression qui, elle, a eu lieu de 1929 à 1939, à l'arrivée du Jeudi Noir. Le Dust Bowl de 1930 à 1936, 6 ans de sécheresse aux États-Unis, qui a frappé les milieux ruraux et qui ont causé l'immigration dont on parle dans Des souris et des hommes et les raisins de la colère. The Epic of America, qui a été publié en 1931 par James Turlough Adams, où on parle du rêve américain, thème récurrent dans Des souris et des hommes. Le New Deal, j'en ai pas parlé dans la présentation, mais c'est un peu la solution. C'est un ensemble de solutions, de plans que le président américain Roosevelt avait décidé de prendre en compte pour pouvoir s'occuper de la Grande Dépression, pour pouvoir essayer de justement trouver une solution à ce problème économique d'une ampleur phénoménale. Et c'est aussi ce qui a permis de justement trouver une solution à ça. La migration du Dust Bowl a eu lieu de 35 à 40. La publication des souris et des hommes a eu lieu en 1937 et elle est jouée pour première fois en théâtre en fin 1937. Elle gagne un an plus tard aussi son prix. Le film Des souris et des hommes a eu lieu en 1939. Le film des raisins de la colère a eu lieu en 1940, un an après. Et Les raisins de la colère lui-même a été publié un an avant. Donc, je pense que c'est un bon petit... Ah oui, John Steinbeck a gagné un prix Nobel de la littérature en 1962 et l'abolition de l'esclavage a eu lieu le 18 décembre 1865, il y a 156 ans. Et c'est là que les blues ont vu leur début, selon les historiens. Et donc, pour conclure, je vous invite à naviguer la description de la vidéo parce que c'est là que j'aurais mis ma bibliographie, plutôt ma médiagraphie, ainsi que mon iconographie parce que vous verrez, j'ai pas mis les sources de mes images. Mais n'ayez pas peur, elles sont tous disponibles. Et ce, en ligne, dans le lien que je vous ai envoyé. Donc j'espère
que vous avez apprécié cette recherche. J'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère avoir la chance de faire d'autres travaux de recherche d'une telle valeur tout au long de mon cursus scolaire, collégial et universitaire. Je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une excellente journée, soirée, matin, etc. Au revoir.